Bonjour à tous. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers stagiaires, je suis très heureuse et très émue de vous accueillir cet après-midi. Il s'agit d'un moment exceptionnel que nous allons partager collectivement, parce qu'il porte l'histoire de l'institution. Il fait également écho à la visite que vous avez pu faire au centre d'exposition historique au mois de mars. J'associe donc ce lieu de mémoire, le centre d'exposition historique, à celui bien sûr de la colonie de Belle-Île que vous allez découvrir dans quelques instants à travers le film. Ces lieux de mémoire permettent à la fois de comprendre le cheminement de l'histoire de la justice des enfants et nous rappellent la vigilance constante que nous devons avoir dans l'exercice de nos missions, notamment notre mission éducative qui reste bien sûr la priorité de nos services et de nos professionnels. Cette histoire, notre histoire, nous rappelle une nouvelle fois combien l'éducation des mineurs qui nous sont confiés doit rester au centre de notre action. Elle nous permet de vous transmettre cette responsabilité à vous, jeunes professionnels, et de donner du sens à l'action de toutes les équipes de la PJJ, dont l'occasion m'est offerte aujourd'hui de saluer leur engagement. Alors bien sûr, je souhaite saluer les 4 professionnels qui vont intervenir. Bien sûr, Julien, cher Julien, docteur en histoire contemporaine, membre associé du laboratoire TEMO CNRS et à l'origine du film que vous allez découvrir. Renan Coquin, qui est dessinateur. Michel Texier. J'ai beaucoup d'émotions en vous citant, Michel, et je vous remercie beaucoup pour le témoignage qui viendra tout à l'heure. Et bien sûr, chère Sylvaine Villeneuve, membre de l'association La Colonie, qui animera la table ronde qui suivra la projection du film. Ça sera l'occasion évidemment d'aborder, après la projection du film, la collaboration fructueuse aussi bien de Renan que de Julien, qui a pris la forme d'un roman graphique intitulé Enfermé et qui est paru au mois d'avril. Avant de laisser la parole à Julien, je remercie aussi toute l'équipe du service de la formation, de la logistique qui a pu organiser ce moment si particulier aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne projection et je vous remercie pour votre écoute. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être ici parmi vous aujourd'hui, donc pour parler de choses qu'on a fait en même temps avec Renan, puisque le film Terrain numéro 487, les dessins que vous allez voir, c'est Renan qui les a fait, le film que j'ai réalisé, et la BD Enfermé, on l'a fait tous les deux. Et moi j'ai écrit le scénario et Renan a fait les dessins. Donc on est ravis de pouvoir vous présenter tout ça. Je voulais juste avant le début remercier les partenaires du film, le laboratoire TEMOS CNRS, les archives départementales du Morbihan, la société LFB Productions et bien sûr le ministère via notamment la DPJJ et l'IERDJ et le NPJJ également pour ses ressources documentaires notamment et puis pour toute son aide. Donc voilà, on est très heureux d'être ici et on vous dit à tout à l'heure dans une petite heure pour répondre avec plaisir à vos questions et puis pour échanger avec Michel autour de toutes ces questions. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonjour à vous tous et je suis vraiment très impressionnée de voir votre promotion aussi nombreuse et voilà, autant de futurs éducateurs qui sont en formation. C'est vraiment formidable. Je voulais remercier l'école, je voulais remercier la directrice et toutes les équipes de l'école parce que je trouve ça assez courageux de prévoir dans le cadre de votre formation une séquence qui raconte les heures graves de l'histoire de votre métier. Vous pourriez être formé de manière extrêmement positive, voilà. Et il y a aussi cette histoire qu'il faut raconter et qui vous permet de voir d'où vous venez et de voir aussi sûrement qu'aujourd'hui encore il y a certaines
certaines choses qui renvoient à l'histoire et que il faut garder en tête que voilà, dans certains contextes, les équipes se comportent pas toujours très bien. Je voudrais vous présenter les personnes qui sont autour de moi. Alors Michel Texier, qui est adhérent de l'association dont je suis cofondatrice à Belle-Île-en-Mer. Michel a été un jeune colon de l'IPES. Donc après la colonie pénitentiaire, il y a eu l'IPES, c'est-à-dire l'institution publique d'éducation surveillée, après la Seconde Guerre mondiale, en gros. Et Michel a vécu 2 ans et demi dans les années 60. On reviendra sur son parcours si vous le souhaitez. Et on s'est rencontrés avec Michel parce que il vient à Belle-Île tous les ans et il a voulu un jour prendre la parole et raconter son histoire. Donc c'est vraiment un témoin de ce qui s'est passé dans ces lieux-là. Alors pas du tout à l'époque que vous avez vu dans le film de Julien, mais dans les années 60. Et c'est aussi très très important d'avoir ces témoignages-là. J'y reviendrai parce que l'association, la colonie, recueille les témoignages de jeunes qui sont passés dans l'institution dans les années 60-70. Alors Julien Hillion, évidemment, qui est le réalisateur du film, et puis Renan Coquin, qui est le dessinateur du film. Donc voilà, on va essayer de vous raconter cette histoire de Belle-Île-en-Mer, et j'aimerais beaucoup que vous nous interrogiez, que vous vraiment n'hésitiez pas à prendre la parole, parce que nous sommes bavards. Je me connais, nous sommes des bavards, donc vraiment dès que quelque chose vous interpelle, prenez la parole. C'est vraiment un temps rare. D'abord, on sort rarement de la Bretagne, nous. Venir à Roubaix, c'est un truc super grave. Donc, profitez qu'on soit là, posez toutes vos questions, et ce sera vraiment très bien. Je vais commencer par une question à Julien, évidemment. Vous avez travaillé sur ce film ensemble, tous les deux. Vous avez travaillé aussi sur l'album dont on vous parlera tout à l'heure. Julien, comment est-ce que tu as découvert cette histoire et pourquoi tu as voulu travailler sur la colonie pénitentiaire? Alors, tout d'abord, merci pour vos applaudissements tout à l'heure. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et c'était la première fois qu'on montrait ce film à des futurs éducateurs. Donc forcément, c'est un moment un peu particulier pour nous. Moi, j'ai découvert l'histoire de la maison de correction de Belle-Île-en-Mer totalement par hasard, parce que aujourd'hui, la preuve en est de ce qu'on fait en ce moment. On en parle beaucoup, et à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Il y a 20 ans, quand j'étais licencié, j'étais en licence d'histoire et je voulais faire une maîtrise d'histoire, et donc j'ai demandé un sujet à un enseignant qui m'a proposé une liste, et la première d'entre elles c'était la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer. Donc étant Morbihanais d'origine, étudiant en histoire, j'en avais jamais entendu parler, et donc je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a expliqué que c'était une prison pour enfants, un bagne pour enfants. Ça m'a tout de suite intéressé. C'est comme ça que j'ai découvert le sujet. Et à l'époque, comme je vous le dis, personne n'en parlait. J'ai essayé de solliciter un peu des gens, et finalement c'était pas évident, quoi. Notamment parce que la mémoire locale a du mal à faire le deuil aussi de ce qui s'est passé. Quand on a eu, vous avez vu le film, quand on a eu ça à côté de chez soi, on n'a pas forcément toujours envie d'en parler. Il faut qu'il y ait 1 ou 2 générations qui passent, et puis ensuite on accepte le dialogue, et puis surtout d'en reparler, quoi. J'ai soutenu mon doctorat en 2021, mais toujours dans l'idée de vulgariser tout ça, et je crois même que Renan, on avait déjà le projet de BD. J'avais pas soutenu ma thèse, je crois pas. C'était déjà d'actualité. Ouais, non, effectivement, quand on s'est rencontrés, c'était en cours. Ouais. Vous étiez enseignants tous les deux, et vous vous êtes rencontrés dans un établissement. Ouais, voilà, ouais. Et vous vous êtes dit que vous alliez faire ce travail ensemble. Comment ça s'est passé, Renan? Ouais, alors on peut parler au présent. On est profs tous les deux, toujours actuellement. Vous êtes toujours profs tous les deux. Et donc en fait, non, on s'est rencontrés en salle des profs. Moi, je suis remplaçant, donc je bouge pas mal d'établissements. Et puis c'est au hasard de la conversation. Alors déjà, Julien, je l'aime bien. C'est-à-dire qu'on s'est bien entendu humainement, c'était cool. On
on a passé de bons moments. Et puis en fait là, il a commencé à me raconter l'histoire de sa thèse et le fait aussi qu'il voulait faire des films, parce qu'il faisait des courts-métrages de fiction et qu'il voulait raconter des histoires. Et moi, en parallèle, je commençais la bande dessinée de manière professionnelle. Donc assez rapidement est née l'idée d'en faire un objet, quoi. C'est comme ça que ça arrive au début. Et Renan, comment on travaille à partir d'une histoire comme ça? Parce que c'est pas un scénario ordinaire, c'est d'abord un travail d'historien avec une exigence d'historien, donc il y a des connaissances robustes. Comment est-ce que on arrive avec ces crayons pour rendre quelque chose où il y a quand même une part d'imaginaire, j'imagine, dans le travail, ou comment est-ce qu'on reste fidèle au travail de Julien? Eh bien, on s'appuie sur les gens qui ont des connaissances, parce qu'effectivement, moi, je suis pas du tout historien, hein, mais absolument pas. Moi, je suis prof de physique, donc on est très très loin de l'histoire. Et non, je me suis complètement appuyé sur les apports de Julien. C'est lui qui avait les connaissances. C'est donc lui qui m'a. En fait, là, pour le coup, c'est un travail de commande vraiment sur les illustrations. Donc, il savait quoi illustrer, et donc il m'a donné les informations qui étaient nécessaires, à la fois visuelles sur les habits, enfin tous les petits détails en fait. Qui sont importants d'un point de vue historique, sont respectés parce que j'avais le soutien de Julien sur le travail, quoi. Après, moi, je me suis contenté juste de répondre à la commande, quoi. Mais pour la BD, c'est encore plus problématique, c'est-à-dire que tu reconstruis des lieux, tu reconstruis le château Fouquet, tu reconstruis des lieux à Saint-Malo, et à partir de quoi tu travailles? Alors pour la partie visuelle, alors déjà à Belle-Île, j'y suis allé, première chose. Donc j'ai eu la chance de rentrer au château Fouquet, d'aller voir les cachots. Et puis donc ça se passe au début, enfin pour la bande dessinée, ça se passe au début du XXe siècle. Il y a des ressources iconographiques, on a notamment des cartes postales ou des photographies. Notamment il y avait un monsieur qui avait été en villégiature à Saint-Malo et qui a fait une espèce de reportage pour lui-même, quoi, de Saint-Malo à l'époque. Et donc on a tout un tas de ressources, de photos qui correspondent vraiment à cette période-là, quoi. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que en fait on se retrouve avec des dizaines de cartes postales. À Belle-Île, on a des tonnes de cartes postales où il y a la colonie pénitentiaire, où il y a les jeunes de la colonie pénitentiaire qui travaillent, et les gens s'envoyaient des cartes postales avec voilà, nous sommes en vacances, bons souvenirs de machin, et derrière il y avait les colons et ce lieu d'enfermement, et c'est toujours assez troublant de voir que ça existait, quoi. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première séquence? Est-ce que vous voulez, mademoiselle? Est-ce qu'on vous passe des micros ou vous parlez fort? Moi, je me demandais si l'incendie, on savait s'il était volontaire ou pas. Alors l'incendie, t'en parleras peut-être mieux que moi, hein, Michel. Mais moi, j'ai regardé dans les sources le rapport de police. Visiblement, c'est un court-circuit. On saura jamais si c'est volontaire ou pas. Moi, j'ai du mal à croire que 40, 50 ans plus tard, c'est en 1959, imaginons quelqu'un comme François-Henri Terret, de sa génération, ou plutôt comme Mathurin, puisque c'était au début du XXe siècle pour la BD, 40 ans plus tard, viennent sur les lieux pour incendier les archives. Je pense que cette démarche-là me paraît pas logique. Moi, je plaide pour un incendie totalement accidentel. Michel, t'as une théorie? Pardon, le micro. Pardon. Oui, je pense aussi parce qu'il y avait pas d'accès au bureau et tout. Donc, je vois pas. Il y avait le vaguemestre et puis une employée avec lui. Donc non, je vois pas qu'il aurait pu mettre le feu. Ben, pour les gars, non, ça m'aurait étonné. Mais est-ce que c'était un lieu où il y avait que des archives de ce genre d'endroit, ou ça contenait d'autres types d'archives? Non, c'était le bâtiment qui, entre autres choses, contenait les archives de l'établissement. Et pour l'anecdote, il y a eu une circulaire ministérielle
c'est 1959 si je me trompe pas, ça a dû brûler à la fin de l'été ou début de l'automne. Et en fait, quelques mois après, les archives départementales du Morbihan ont contacté le directeur de Belle-Île en disant il y a une circulaire qui demande à ce que toutes les archives des maisons de correction soient rapatriées aux archives départementales. Et ça s'est joué à 2-3 mois. Donc c'est vrai que je vous vois faire la moue, mais pour autant moi je crois pas au côté accidentel. Par contre c'est un désastre. Non, je crois à l'accident, pardon. Je change d'avis. Oui. Mais je vois pas qui aurait fait ça en fait. Enfin, mais est-ce que c'était pas des personnes qui avaient pas forcément envie que des informations perdurent, quoi? Si, par exemple, il y avait des informations assez graves sur le traitement des jeunes, etc., est-ce qu'on n'avait pas envie de cacher cette partie de l'histoire? Non, ça devait pas être inscrit sur les papiers, je pense pas, non. Ah, ok. Et puis en 1959, on va le voir tout à l'heure, mais beaucoup de choses avaient changé. On va en parler avec Michel, mais ce que vous avez vu là, qui se passe vraiment à la toute fin du 19e siècle, montre une réalité qui n'est pas celle des années 60. Donc, beaucoup de choses dans la prise en charge des jeunes avaient changé et on voit mal. Enfin bon, il y a eu des incendies, par ailleurs, au début du XXe siècle. Il y a eu des jeunes qui ont mis le feu à certains endroits. D'ailleurs, tu en parles, toi, dans ta thèse. Mais c'était bien avant, c'était pas en 1959. Et moi, j'aimerais bien. Je suis toujours pas historien, mais il y avait d'autres colonies en France. Il y avait même beaucoup d'établissements de ce type-là. Et donc, il y a aucune raison, qui fait que Belle-Île soit particulière par rapport aux autres colonies. Donc, il y a aucune raison que celle-ci ait brûlé et pas les autres, en fait. S'il y avait une espèce d'omerta qui devait se faire, s'il fallait pas en parler. Donc, les archives, on les a dans d'autres établissements, quoi. Et pour finir sur la question des archives brûlées, malheureusement, c'est un peu un lieu commun quand on fait de la recherche en histoire. Très souvent, les archives ont brûlé, mais à différentes époques, en fait. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a plein d'archives de la justice qui ont brûlé. Il y a des pans entiers dans des archives départementales qui ont brûlé. Et malheureusement, c'est un peu le quotidien quand on fait de la recherche, d'avoir le fameux mail avec marqué « Désolé, les archives ont brûlé ». Et c'est vrai que là, c'est plus possible de travailler. Donc ça fait partie d'un ensemble, d'archives qui ont brûlé un peu partout, malheureusement. Une autre question ? Non, pour l'instant, oui. Déjà, bonjour et merci encore. Du coup, moi, j'aurais une question pour Monsieur Michel. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez vécu, etc. Bah là, je viens de prendre une cartouche, là. Cela, je l'ai vécu, ça. Belle-Île, ouais, c'est terrible. Merci, merci, Julien. Bravo. Non, c'est dur, c'est très dur, c'est toujours très dur. Michel, dis-nous déjà quand tu es arrivé à Belle-Île et pour quelles raisons, si tu veux bien, mais c'est pas obligé. Ça va très vite. Il y a 60 ans, j'avais 15 ans et je vole un blouson que je mets sur le dos d'un copain. J'habitais à côté de chez moi, il y avait un quartier défavorisé. Le soir, il se fait serrer. Le lendemain matin, la 404 vient me chercher. Va chercher ma maman au magasin, elle était comptable. On va au commissariat de police. Le soir, je suis en prison à Lafayette, qu'on a vu là. Je ressors au bout d'un mois, donc en décembre. Et après de décembre, fin décembre, je vais rue de Courson pour faire le petit stage, comment dirais-je, psychotechnique et tout. Observation. Ouais. Et puis ensuite, le 2 février, j'arrive à Belle-Île. Voilà, direct. Quelle est l'année? On est en 1964. C'est direct, hein, c'est pas. Donc j'arrive à Belle-Île, buanderie, en petite camionnette, on sort du bateau, petite camionnette, j'arrive sur le site de Bruté, camionnette, buanderie. Les fringues, terminées, je les ai jamais revues. On m'a mis le petit costume, avec le petit blouson marron, la vareuse, et puis le petit pantalon bleu et les brodequins. Sachant qu'en 63, ils avaient encore des sabots.
Quand je suis arrivé, il y en avait plus. Ça avait été supprimé. Donc voilà. Donc je choisis la marine. Je fais 6 mois de marine. J'étais content, ça allait pas trop mal. Et puis je passe, il y a une visite des gens de mer et je portais des lunettes. Et je vais à la visite des gens de mer, Black Boulet. Alors là, le bonhomme cassé. Alors qu'est-ce que tu veux faire? Il y avait soit la maçonnerie, soit la ferme, soit comment dirais-je, il y avait la cordonnerie, oui, il y avait la mécanique, ouais, et la mécanique. Donc j'ai choisi la mécanique. Et puis j'ai fait tous mes stages et tout. FPA, mais par contre j'ai perdu 6 mois. Je suis sorti qu'avec un FPA au lieu de sortir avec un CAP. Et puis je faisais des conneries, donc conneries mitard, comité d'accueil, c'est-à-dire comme ça là. Il y avait une chaise et derrière les éducateurs et tout d'un coup l'avalanche, ping ping poum, badaboum, cascade, le bonhomme, hop, mitard direct. Après je ressortais, tout allait bien. Bon, j'ai eu droit à 2 fois un mitard bruté, mitard. Alors puis j'étais dans un groupe, mais bon, c'était le groupe 4. C'était un peu les fortes têtes aussi. Hein. On n'était pas des enfants de cœur. Hein. On n'est pas. Donc faut le dire. Et puis ensuite, je suis parti en 1967, juillet 67. Et puis je suis revenu en 1988. Et comment dirais-je, moi je travaillais quand je suis sorti de l'IPES, j'ai fait beaucoup d'intérim. Et puis un jour, la société EDF est venue vers moi et puis ils m'ont demandé si je voulais venir travailler chez eux. Alors donc, j'ai dit oui, je vais aller travailler chez EDF. Donc j'ai fait une très très belle carrière à EDF. Et puis j'ai fini ma carrière à Cayenne. C'est la fin de l'histoire. Raconte quand même que quand tu as été embauché à EDF, tu as eu peur. Ah oui, alors la grosse crainte. Ah oui, parce que ça, si on traîne un boulet. Alors déjà, quand je suis sorti avec mon CFPA, Belle-Île-en-Mer. Je sortais de Belle-Île, il n'y a pas d'institut de machin qui font il n'y a pas de formation professionnelle. Non, il n'y a pas de truc de formation professionnelle. Je sors avec le truc, en présenter ça à un patron, en la poignée de bonne mine, je dis c'est bon, ça tout s'est bien passé. Ça a bien fonctionné pendant 10 ans. J'ai bossé bien, mais quand il a fallu rentrer à EDF, mon garçon, il y a le casier judiciaire derrière. Alors là, j'étais pas très 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 heureux, là, parce que j'aurais pu basculer là. Hein, tu vois, je retournais chez les bandits où je filais tout droit quoi. C'était ça quoi. Donc non, mais bon, ça s'est très bien passé. Je rencontrais, surtout quand je retournais à Belle-Île, j'ai rencontré mes anciens éducateurs avec qui j'ai déjeuné et tout. J'ai rencontré, grâce à Sylvain, à la dernière réunion, mon éducateur préféré, parce que j'en avais un quand même, avec Yann Le Pennec. Et ouais, c'était super. J'étais très très content. Et puis après avec Jacques qui a fermé l'établissement, avec Jacques Chaulieu aussi. Voilà. Et tout ça grâce à Sylvain. Non, pas forcément grâce à Sylvain, mais en tout cas, si. Il faut savoir que Michel, il vient depuis je sais pas combien de temps, tous les ans, au mois de juin, à Belle-Île-en-Mer. Et tous les matins, il monte à Haute-Boulogne. Pourquoi, Michel, tu fais ça? Parce que c'est chez moi. Parce que c'est chez lui, voilà. Et donc, quand on s'est rencontrés, personne ne savait trop pourquoi tu étais là. Non. Et on a commencé à se raconter les histoires. Et si vous voulez, vous trouverez, Michel, son interview sur le site internet lacoloniepénitentiaire.fr, où vous avez plusieurs vidéos d'anciens pupilles, d'anciens éducateurs. Il y a des éducateurs formidables qui témoignent. Ça pourra vous intéresser. Et depuis, Michel a adhéré à l'association et il est avec nous tout le temps. Voilà. Et encore merci pour l'accueil. Julien? Oui, alors juste le temps très très rapide, le temps qu'on donne un micro pour la question. C'est très intéressant ce que raconte Michel parce que d'abord il a parlé de ce qu'on appelle les cérémonies d'admission en sciences sociales, c'est-à-dire ce moment où la personne arrive dans l'institution.
quelle qu'elle soit. Et effectivement, dans la maison de correction, on a une sorte d'abandon de la personnalité civile. On enlève les vêtements, on laisse les vêtements dans les prisons, on prend des nouveaux vêtements et avant aussi, on rasait le crâne. Alors, je sais pas si c'était le cas à ton époque. C'était une question aussi d'hygiène. La deuxième chose que j'ai trouvé vraiment très intéressante aussi, vous avez vu que Michel se rappelle de toutes les dates. C'est des choses qui marquent à vie les personnes qui vont dans des maisons de correction ou d'autres institutions disciplinaires. Et c'est toujours ce qui manque, évidemment. Nous, ce qui nous manque quand il n'y a pas des dossiers, par exemple, c'est les dates. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai montré dans mon travail qu'il y a aucun pupille, à ma connaissance, qui a écrit son histoire. Vous voyez, il y en a aucun. Pourtant, sans aucun doute, ils s'en souvenaient tous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'ils ne l'ont pas écrit qu'ils ont oublié. Et moi, je pense que l'écrasante majorité des pupilles qui sont passées à la maison de correction de Belle-Île à l'époque où c'était aussi violent, mais en fait, ils n'en ont pas parlé. Et ils en ont sans doute parlé à personne. Mais pourtant, ils ont gardé ça toute leur vie en mémoire. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit aussi sur c'est chez moi, parce que ça reste un moment d'une vie, même si ça dure quelques mois, même si ça dure pour certains une semaine, ça marque pour le restant de sa vie. Et nombreux sont ceux qui d'abord sont restés sur place à Belle-Île parce qu'ils n'avaient envie d'aller nulle part ailleurs, parce que s'ils avaient des familles difficiles, et donc ils sont restés, ils se sont installés, le directeur les a placés. Et puis nombreux sont ceux, comme Michel, qui reviennent plus tard, voilà, pour repenser à tout ça et pour revivre tout ça. Là, je vais retrouver ma cellule. Alors, juste pour prolonger un petit peu ce que viennent de dire Michel et Julien, en septembre dernier, on organise chaque été des visites du lieu pour les personnes qui veulent découvrir cette histoire. Et en septembre dernier, on faisait visiter, et il y a un monsieur de 80 ans qui s'effondre littéralement en larmes. Et donc on lui demande si quelque chose l'a choqué, enfin bon, et il nous dit non, ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que j'ai vécu, j'étais là quand j'avais 14 ans. Et ce monsieur pleurait, et sa femme qui était là avec lui n'avait jamais entendu parler de cette histoire. Ils étaient venus à Belle-Île comme ça, soi-disant en vacances, et elle découvre toute cette histoire de son mari, voilà, des années et des années de vie commune ensemble. Et ce monsieur nous a envoyé il y a 3 semaines, un mois, un texte de 30 pages où il raconte tout son séjour à Belle-Île, à l'IPES de Belle-Île, et donc une histoire dont il avait parlé à personne. Et quand j'ai vu ce texte, je l'ai rappelé, je lui ai dit mais vous aviez pris des notes, comment est-ce que vous pouvez être aussi précis? Il raconte les couleurs des boutons, des vareuses, des gardiens, il raconte mais des choses incroyables, la couleur des clés, enfin, et il me dit non, j'ai rien noté, mais là tout me revient maintenant que j'y suis allé, tout remonte. Et donc j'ai 30 pages d'un témoignage exceptionnel d'un monsieur qui était là dans les années 60, à peu près en même temps que toi. Et document rarissime, évidemment. Une autre question ou un autre commentaire? Peut-être, oui. Merci. Si c'est pas indiscret, vous, quel est votre parcours et votre lien? Vous nous avez dit que vous avez cofondé l'association La Colonie. Je suis désolée, j'ai oublié de me présenter. Je suis absolument désolée. En fait, j'ai cofondé l'association La Colonie, qui a pour mission de recueillir des témoignages comme celui de Michel, de faire connaître ce lieu et de créer un espace historique un peu dans l'esprit de Savigny que vous avez visité. On travaille beaucoup avec Mathias Gardet, et donc l'idée c'est de créer un petit réseau de centres historiques avec Savigny, Cadillac et Doulan pour l'instant, tous les 4. Et moi, j'ai aussi travaillé ici quelques années, enfin en tout cas à la DPJJ, quand il a été question de réformer la justice des mineurs dans les années 2016-17, voilà. Donc, excusez-moi, j'ai juste oublié de me présenter.
J'étais trop impatiente de laisser parler les autres. Une autre question, un autre commentaire? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, j'ai une question à poser à Monsieur Michel. Aujourd'hui, maintenant que voilà ce placement en maison d'arrêt est, on va dire, un souvenir un peu lointain, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de ce séjour et quels sont les conseils que vous aurez à nous donner en tant qu'éducateur? Alors là, les conseils, je saurais pas en donner. Moi, je m'en suis bien sorti, mais je suis assisté quand même. Je suis pas, on sort pas indemne de ce truc-là. J'ai mon assistante sociale avec moi tous les jours, mon épouse. Parce que, oui, non, mais c'est pas, faut le dire aussi. Non, c'est très, très difficile. Oui. J'arrive à en parler. Avant, je n'en parlais pas. Mon épouse connaît très bien le sujet et tout, mais, ouais, non, puis c'était très difficile. Il y a ça aussi. On n'avait jamais assis, toujours debout, et à vue partout. Et on était très très bien surveillés. Et voilà. Vous me faites rebondir justement. Ce qui me touche beaucoup dans tout ce qu'on entend là, c'est ce rapport très ambigu aux lieux et aux gens. Là, vous parlez de la violence que vous avez subie, mais en même temps, vous parlez de votre attachement tout à l'heure en disant que vous retourniez à Belle-Île, que c'était aussi votre chez vous, d'une certaine manière. On voit aussi avec Thérèse effectivement la violence effectivement, mais surtout ce rapport à l'institution qui est là et qui opprime. Et je sais plus quelle était ma question. Voilà, je m'interroge toujours et je trouve que c'est peut-être aussi quelque chose par rapport à aujourd'hui. Cette trace, cette trace indélébile, voilà, dont vous parliez par rapport à ce monsieur pour qui toute la mémoire est revenue. Et je me dis que c'est vraiment précieux ce type de témoignage pour justement toujours être sensibilisé à cette question de cette trace indélébile que ça laisse, qui peut être très structurante aussi, mais déstructurante bien sûr. Voilà, il n'y a pas de question, j'ai pas réussi à en poser une. Là, il y en a une. Alors, c'est juste, je rebondis rapidement avant la prochaine question. C'est aussi le but du travail qu'on fait avec Renan, parce que malheureusement, il y a très peu de gens qui témoignent. Donc, l'idée, c'est de faire des projets dans lesquels on a un parcours de vie le plus réaliste possible. Il y a une question, mais peut-être qu'après, on pourra montrer, on a prévu de montrer des planches de la BD pour vous montrer comment on a travaillé justement à reconstituer le parcours de Mathurin Rétaux pour vous en parler un petit peu plus. Je laisse la question. Elle est là-bas. Oui, voilà, c'est moi. Moi, je souhaitais rebondir sur votre film et une question plus personnelle pour vous. Parce que donc dans le film, on voit bien, on parle beaucoup des enfants, etc. Mais les parents, moi, je me questionne aussi sur à partir du moment où on est arrêté et qu'on part, quel lien on peut avoir avec les parents, mis à part une demande de mise en liberté, etc. C'est-à-dire qu'à un moment où est-ce que on peut recevoir du courrier, est-ce qu'il y a des échanges avec ces parents-là? Et moi, je me suis posé la question pendant le film. Et puis même vous, quand vous avez témoigné à partir du moment où ça allait très vite, vous expliquez à quel point ça allait vite et à quel point vous êtes vite retrouvés à Belle-Île. Est-ce que vous avez pu dire au revoir à vos parents? Est-ce que vos parents ont pu prendre contact avec vous pendant toute cette période-là? Comment ça se passe aussi pour les parents, qui je pense sont très démunis face à leurs enfants qui s'en vont? Non, c'était très difficile. Bon, j'écrivais du courrier. Le courrier était lu à l'arrivée comme au départ. Des fois, si c'était mal écrit, c'était même pas la peine de l'envoyer. J'ai revu mes parents, ma maman, longtemps après. Et comment dirais-je, j'en parlais parce que ça fait chier toute ma famille, quoi, mes conneries. Il y a ça aussi. Vous faites de la misère, vous faites quand on réfléchit, parce que c'est pas mes parents, ce ne sont pas mes parents qui ont fait les conneries, c'est moi. Donc c'était moi le responsable, et voilà. Bon, j'ai payé ce que j'avais à payer, et c'est comme ça, quoi. Moi, je vois le truc comme ça. Hein, c'est pas non le courrier, non. C'était pas facile, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque aussi, le courrier était lu,
Tu m'avais raconté que tu avais reçu une lettre de ton une petite copine. Dit bon sympa, l'éducateur, il m'a dit t'as vu, elle s'est barrée. Il était au courant avant toi, en fait, voilà. C'est gentil, quoi. Le courrier était lu, tout à l'heure, Michel parlait du mitard. Le mitard à Belle-Île a fermé, l'institution a fermé en 1977. Le mitard a existé jusqu'en 1972. Ça vous paraît peut-être loin, mais c'est incroyable quand on y pense. Ça veut dire que la prison dans l'institution a été active jusqu'en 1972. Donc c'est phénoménal, quoi. Toi, tu as vu le mitard quand tu y étais. Paillasse, et puis c'est tout. Voilà. Et sans sortir, sans rien du tout, sans voir personne, pendant 15 jours. Madame. Tout d'abord, merci beaucoup pour les témoignages, le reportage, le documentaire et puis la bande dessinée. Et puis moi je viens de me connecter justement sur l'association et vous recherchez des gens effectivement qui peuvent témoigner. Et moi je me pose la question de savoir comment vous pouvez travailler, peut-être avec des psychologues, puisque ça réveille. Si les personnes ne parlent pas, c'est qu'elles ont peut-être vécu des grands traumatismes. De ce fait, elles ont du mal peut-être à s'exprimer ou il y a cette personne, monsieur Michel, qui a sa femme qui lui permet d'être soutenu. Mais en fait, moi je me pose la question de savoir comment vous allez. Effectivement, c'est un grand projet de pouvoir relater la parole des personnes qui ont subi ce type de difficultés, de parcours et effectivement les traumatismes, puisque là on libère. Vous avez l'opportunité de libérer la parole. Et je trouve que c'est très important, justement, pour qu'on puisse avoir la mémoire des violences qui ont été commises. Mais moi, je posais la question de savoir comment ces personnes-là, puisque là, vous avez des témoignages qui sont quand même assez, je pense, très fortes, et qu'il y a déjà des personnes qui, peut-être... Oui, alors, les témoignages qu'on a recueillis pour l'instant, en fait, il faut avoir en tête que les personnes, elles ont entre 80 et 90 ans. Donc, il y a un biais. Les personnes qui veulent témoigner aujourd'hui sont celles qui ont l'impression qu'en fait, elles ont passé cette épreuve de manière positive pour elles et que la suite de leur vie a été positive. Les personnes qui restent dans le silence, c'est qu'elles ont vraiment pas du tout envie de revenir sur cette histoire. Des personnes comme Michel qui racontent, c'est que vraiment, il a envie t'as envie, Michel, je pense, de témoigner que la suite a été formidable pour toi, d'une certaine manière. Oui, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite, voilà. Donc, toutes les personnes pour qui ça a été un effondrement, après, on les aura jamais, quoi. Voilà. Après, on parle de l'album. Ça va le temps? Bonjour. Alors, je me demandais, une fois que vous êtes sorti de Belle-Île-en-Mer, vous avez mis toute cette histoire à l'écart. Vous n'avez plus gardé de contact avec les jeunes qui étaient sur place? Non, c'est que quand j'ai rencontré Sylvaine, c'est là que je me suis libéré et j'en parlais à personne. Ça n'intéressait personne, donc je gardais ça pour moi. Et le site était ouvert, donc je vais tous les jours sur le site. Parce que j'ai joué, j'ai fait du sport, il y avait mes potes, j'ai vécu là-bas. Et comment dirais-je, après avec Sylvaine, j'ai pu commencer à me libérer, à pouvoir en causer. Et après, on m'a ouvert les portes et là j'ai revu ma cellule, tout, la totale. Vous n'avez revu personne de... Ah non, jamais. Non, parce que les gens, ça venait du sud, du nord, de toute la France. Non, après, il y a des gens, j'espère pour eux, ils ont une belle fin de vie et tout, que ça s'est bien passé pour eux. Ça, j'ai jamais eu de contact. Et ce qui est intéressant, vous avez sûrement entendu parler des femmes du Bon Pasteur, les femmes qui se sont organisées en association. Il y a le documentaire d'Emérance Dubas sur les mauvaises filles. Et elles ont créé un collectif et elles ont envie de témoigner ensemble et elles ont, je crois, engagé une
une action en justice pour obtenir des réparations ensemble, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'histoire de cette nature chez les garçons, que ce soit à Belle-Île ou ailleurs dans d'autres établissements. Il n'y a pas eu de collectif créé, quoi. Il n'y a pas eu une envie de prendre la parole ensemble. Et du coup, je trouve ça particulièrement intéressant, l'histoire des filles du Bon Pasteur. Si vous êtes, je vois plus de doigts là, on va parler de l'album. Lequel d'entre vous veut commencer à en parler? Peut-être présenter la couverture, Renan, si on pouvait mettre la couverture du coup à l'écran. Donc c'est la couverture de notre album. Non, mais pour être plus précis, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé. Alors, c'est la couverture d'un album, ça donne pas mal de réflexion. Donc là, ce que vous avez là, c'est la version finale, mais on a fait une bonne dizaine de choses différentes pour avoir avec des projets différents, vraiment différents, d'un point de vue esthétique et puis aussi au niveau du thème et de la façon de faire passer les idées. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de représenter Mathurin, donc colon à Belle-Île, dans son habit de colon. Et on l'a représenté de dos, ce qui est assez rare sur une couverture de bande dessinée, parce que souvent les éditeurs nous disent que c'est pas très vendeur, et comme c'est un objet commercial, le but c'est de le vendre quand même. Mais nous, on tenait à ce qu'il soit de dos, de façon à ce qu'il fasse face à l'océan, parce que Belle-Île a cette particularité d'être à la fois une colonie pénitentiaire, mais aussi une île, et donc il y a une espèce de double emprisonnement en fait des enfants sur Belle-Île. Et en plus de ça, c'était la correspondance avec le titre Enfermé, qui correspond donc à l'enfermement dans la prison, au sein de l'île, et puis aussi l'enfermement qu'il a d'un point de vue psychologique, quoi, et même social, puisque en fait le parcours de ces enfants n'est pas anodin. Enfin, c'est une forme de reproduction, enfin des difficultés qu'ils ont socialement, qui sont du coup qui les conduisent dans ce type d'établissement, quoi. Et si vous voulez, on a prévu de vous montrer quelques planches de l'album pour vous montrer comment on a travaillé en fait. Alors voilà, super. Renan, je te laisse faire. Il y a une planche et après on a une image des sources qui ont été utilisées en fait à chaque fois. Ouais, rapidement, ouais, peut-être. Donc l'histoire de Mathurin, en fait, ça se passe au tout début du XXe siècle. Donc on va suivre son parcours dans un moment de vie qui se situe juste avant en fait son internement et ce qui va l'amener à être envoyé à Belle-Île-en-Mer. Et donc dans une première partie, on montre que déjà c'était un garçon qui était hyper courageux, c'est-à-dire qu'il s'est embarqué sur un Terre-Neuve, donc un bateau pour aller pêcher la morue au large de Terre-Neuve, sachant qu'il était de Saint-Malo, et il l'a fait de manière clandestine, c'est-à-dire qu'il en avait parlé à personne, il s'est caché sur le bateau, et puis il est sorti en plein milieu de l'Atlantique, en disant voilà, je veux bosser avec vous. Et donc toute la première partie, c'est ça, c'est qu'on présente son parcours sur le bateau, donc des conditions qui sont déjà extrêmement rudes, où il y a déjà aussi une forme d'enfermement. Et puis il y a la mer aussi, enfin il y avait des thèmes comme ça qui revenaient. Et donc pour nous la difficulté, enfin en tout cas pour ma part, c'était de représenter cette période-là de manière la plus réaliste possible. Donc ce qu'on a fait sans le dire, mais ce qu'on a essayé de faire en tout cas, c'est de présenter des petits éléments qui sont alors ça je te laisserai peut-être on peut revenir en arrière ou pas du tout? Ok, ouais, si, super. Donc il y a des petits éléments dans la page qui sont des marqueurs en fait historiques, et les gens qui savent en gros vont reconnaître ces objets-là et vont se dire ah ouais, ok, ça c'est carré, on n'est pas sur de la fabulation. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose qui soit à la fois lisible de la part de gens qui sont pas historiens, et en même temps pour des gens qui connaissent l'histoire, que ce soit quand même suffisamment sérieux pour qu'on puisse s'y retrouver, quoi. Et donc je te laisse Julien pour la suite. Donc voilà, si on peut passer sur la page suivante pour vous donner un exemple. Bon, moi évidemment, je suis pas du tout spécialiste de la pêche à Terre-Neuve au début du XXe siècle,
mais on a une chance, c'est qu'on habite à côté de Saint-Malo, et à Saint-Malo, il y a un musée d'Eterneva, et dans ce musée, il y a des centaines d'objets qui sont des vrais objets qui ont été utilisés à l'époque pour la pêche. Donc vous en avez ici les cirés, les doses, l'espèce de petite tasse, c'est une dose que les marins avaient quotidiennement en alcool, parce qu'évidemment on peut pas laisser de l'alcool à disposition aux marins, donc ils ont 10 centilitres. Ça s'appelle le boujaron. L'espèce de boîte en ferraille, c'est une boîte à biscuits. Et là, vous avez des photos de ce qu'on appelle les doris, c'est-à-dire les petits bateaux qui partaient du grand bateau, si vous voulez, pour aller pêcher la morue. Donc tout ça pour vous dire que on est allé très très loin dans le détail historique pour recréer cette période. Et si on peut voir, parce que j'imagine bien entendu que c'est pas forcément la pêche à la morue qui vous intéresse, mais on a fait la même chose pour la maison de correction de Belle-Île. Et donc Renan est le premier à vraiment reconstituer de manière aussi fidèle la manière dont ça se passait. On peut voir peut-être la planche suivante. Non, mais là, l'idée c'est vraiment de présenter alors je me souviens plus le terme que tu as utilisé tout à l'heure. Donc l'arrivée de Mathurin au sein de la colonie. Donc là, il a été changé. Il a ses habits de pupille de l'époque et il a été rasé. Et donc c'est sa première rencontre avec le directeur de l'institution. Et l'idée vraiment qu'on avait, c'était de représenter les lieux tels qu'ils étaient. Alors c'est là que entre en jeu le côté un peu fiction entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas de représentation directe du bureau du directeur en 1910 quoi. Donc on a utilisé les ressources qu'on a, et les seules ressources qu'on avait c'était le bureau dans les années 30 quoi. Mais donc du coup ce qu'on s'est dit c'est que globalement la physionomie du bureau a pas dû changer fondamentalement en 20 ans. Donc on a conservé les lieux quoi, avec des petites choses en plus. Vous voyez que par exemple dans la case numéro 5, il y a des ébaulettes et 2 médailles, et en fait ça c'est issu du travail de Julien qui a donc bossé sur le directeur Perron, qui sait que ce directeur avait été dans l'armée, et donc tu veux peut-être en parler? Oui, voilà, donc vous avez le bureau là que vous avez reconnu dans la case 1. Moi, d'après mes recherches, je sais que l'administration pénitentiaire à l'époque achète très peu de mobilier et change très très peu les choses. Donc en gros, un bureau qui est en 1930 à Belle-Île, c'est vraiment très fort probable que c'était le même 20 ans avant. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai commencé à chercher, dans les années 80, ils avaient les mêmes couvertures qu'en 1850 et qui étaient lavées une fois par an, et encore. Il y a des portes qui sont changées en 1920, c'est des portes qui sont d'origine de 1850. Donc il y a une permanence. Donc ça, c'est historiquement fiable. Et effectivement, le directeur Perron, que vous découvrirez peut-être dans l'album, on vous raconte pas, qui était un personnage aussi qui a souhaité toutes ces violences, parce que Mathurin va subir énormément de violences. C'est volontaire, il n'était pas obligé. Les violences sur jeunes détenus sont interdites dans la loi. C'est interdit de mettre ne serait-ce qu'une claque à un garçon dans une maison de correction. La loi l'interdit. Et pourtant, vous découvrirez ce qui se passe. Et donc ce personnage, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, en fait, il fait une carrière militaire. Il a la Légion d'honneur et il a toutes les distinctions. Ce qui permet donc de retrouver son dossier de Légion d'honneur, de connaître sa carrière militaire et de retrouver les médailles qu'il a eues. Et quand vous avez ici sur la photo des tableaux, vous voyez au fond, qui représente la mer, nous on a changé juste le tableau et on a mis un tableau en imaginant ce qui est encore une fois très fortement probable qu'il affichait ces médailles. Et puis vous avez des sources également qui ont été utilisées bien sûr pour tous les détails qui sont dans les dialogues en fait sont récupérés dans des sources, le jour où il a été jugé, etc., etc. Et on voulait pas vous montrer l'intérieur de la colonie pour que vous découvriez, si jamais évidemment vous avez envie de lire l'album un jour. Voilà, on voulait pas tout vous montrer, mais par exemple, ce qui peut paraître fou, dans une maison de correction, il y avait des jardins, il y avait des potagers, il y avait tout un tas de choses, tout un tas d'activités, bien entendu, que faisaient les jeunes et qui mettent un tout petit peu de couleur dans l'établissement. Il en reste une dernière, si vous voulez. Donc là, en fait, on va suivre Mathurin. Donc ça se passe un petit peu après. Il est déjà installé depuis un moment dans la colonie, et c'est lors d'une sortie avec ses co-détenus, il commence à raconter en fait l'histoire de leur, l'histoire qui a fait qu'ils se sont retrouvés à Belle-Île-en-Mer. Donc c'est une histoire
C'est un vol. Alors c'est pas un vol de manteau, c'est un petit larcin, pas grand chose qui le fait tomber dans la petite délinquance, quoi, et qui va l'emmener à Belle-Île. Mais donc c'était l'occasion aussi pour nous de représenter Saint-Malo à l'époque, au début du XXe, quoi. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'utiliser des photos d'époque, voilà. Voilà une photo dont on parlait tout à l'heure, celle en haut, c'est un monsieur qui était en vacances à Belle-Île, si je me trompe pas, c'est peut-être une carte postale, c'est la remarque. Mais bon, vous êtes peut-être déjà allé à Saint-Malo, la plage du Sillon. C'est la grande plage de Saint-Malo. Si vous y êtes allé, je pense que vous connaissez. Et à l'époque, c'était pas du tout du tourisme balnéaire, donc en fait, on ramassait le goémon et on a représenté cette scène. Voilà, et vous avez une image très reconnaissable. Vous l'avez vu dans le film, le bâtiment à Bruté, à la ferme de Bruté, avec ses grands poteaux. C'est exactement pareil aujourd'hui. Vous y êtes allé? Je sais plus. Donc vous avez vu peut-être. C'est exactement pareil. C'est toujours troublant de voir ça. Et donc le costume des pupilles qui change ensuite un petit peu après et qui change encore à ton époque, Michel. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire? Vous voulez voir l'album directement, c'est ça? Plutôt? Avec des vraies couleurs. Ce qui est intéressant, et juste, ce sera peut-être la conclusion avant votre départ, c'est que Mathurin, il est sur un Terre-Neuve et il va se retrouver détenu, en fait, dans la colonie pénitentiaire. Et l'histoire de beaucoup de colons de Belle-Île, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'ils sont à la colonie pénitentiaire, ils ont une formation de marin, ils passent le certificat d'apprentissage maritime et à la sortie de la colonie, ils embarquent sur des bateaux. Et donc ils passent en fait d'un lieu fermé de détention sévère à un équipage sur un bateau, et souvent c'est assez sévère aussi, donc il y a une sorte de continuité pour ces jeunes marins quand ils embarquent soit dans la marine marchande, soit dans la marine nationale. Voilà, l'enfermement est prolongé, en tout cas dans le début de leur carrière professionnelle. On s'arrête là. Cécile, vas-y. Merci. Est-ce que cet album peut servir pour animer des ateliers avec des jeunes, parler des sujets, parler de l'enfermement, parler du parcours de vie quand on a connu des démêlés avec la justice? Est-ce que voilà, ça pourrait être une... Oui, mais complètement. Enfin, c'est vraiment le but, quoi. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on est venu vous en parler aujourd'hui. C'est qu'il y a forcément des résonances. Quand Michel parle de son parcours, moi je vois déjà des résonances avec le début du XXe siècle. Et malgré tout ce qu'on peut faire en éducation par rapport à ce que vous avez vu dans le film, et vous pouvez voir dans la BD, malheureusement il y a toujours des permanences. Par exemple, le statut social des familles, l'environnement familial dans lequel ils naissent, les violences qu'ils peuvent avoir subies avant d'entrer, et puis les violences qu'ils peuvent subir ensuite tout au long de leur vie. Et moi, j'espère en tout cas que ce sera l'occasion pour vous, et puis pour les jeunes dont vous aurez la charge bientôt, de discuter de tout ça, de voir d'où on vient, de voir que vous êtes dans l'éducation et plus dans la répression, qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, parce que ça c'est l'ancêtre de le NPJJ, enfin sauf qu'il n'y avait pas d'école de formation pour les gardiens évidemment, mais tout ça c'est une continuité, ça passe de l'administration pénitentiaire, enfin du ministère de l'Intérieur au ministère de la Justice, mais il y a une continuité, et donc bien sûr ce serait vraiment, moi je serais très heureux en tout cas à titre personnel de pouvoir discuter de ça avec des jeunes, leur montrer, et puis mine de rien le support BD clairement est différent du film. C'est assez facile d'attirer des jeunes vers des films, quoique des films comme Thérèse c'est peut-être un peu trop lent, mais il y a un côté c'est pas un bouquin avec
très long à lire. Il y a un côté personnel quand on lit une BD aussi qui est différent. On se plonge dans une histoire. Et moi, c'est vrai qu'on travaille aussi avec des collégiens ou des lycéens, et c'est toujours un support qui attire beaucoup la bande dessinée, les jeunes. On voit d'ailleurs aujourd'hui le nombre de BD qui sont lus par des jeunes. Donc c'était aussi l'un des objectifs, en tout cas, de ce projet, de vous parler de ça, et ensuite par ricochet que des jeunes de la PJJ puissent lire ça. Donc merci d'avoir posé cette question. Merci Julien, merci Renan. Je vous propose une petite pause autour de la BD, et puis on reparle ensemble d'ici une dizaine de minutes, si vous le voulez. On va concentrer notre propos sur les années 60 et 70. En fait, je crois que votre promotion a démarré en mars, c'est ça? Donc vous êtes de tout jeunes élèves éducateurs, et à Belle-Île, les choses ont commencé à se transformer radicalement par rapport à ce que vous avez vu avec le film et l'album de Julien et Renan. Les choses ont commencé à se transformer avec l'ordonnance de 1945. Alors ça n'a pas eu d'effet immédiat à Belle-Île parce que évidemment la transformation, la réforme a pris du temps. Est-ce que pour vous ça parle, l'ordonnance du 2 février 1945? Très bien. Donc avec la création de l'école de formation des éducateurs, et les gardiens qui étaient avant des personnels de l'administration pénitentiaire, petit à petit ont été remplacés par des éducateurs. Mais quand je dis petit à petit, c'est vrai parce que certains gardiens ont changé de casquette, si j'ose dire, sont devenus éducateurs, mais n'ont pas eu tous des formations. Et Michel se souvient très bien d'une personne que tu décris avec des mains comme ça, et qui était plus gardien qu'éducateur à l'époque, donc dans les années 60. Est-ce que tu peux revenir sur ce métier d'éducateur à ton époque? Oui. Alors, on va parler de Nénès. Alors, Nénès, c'est un solide gaillard. Moi, à côté, je suis un enfant de cœur, hein, avec des batouères, je vous dis pas. Et les mains, il avait des mains, quand ça partait, ça dégageait, quoi, en général. Hein. Moi, ça va, j'étais dans ces papiers, ça m'en suis bien sorti. Mais oui, et alors les éducateurs, leur boulot, c'était de nous surveiller, en fait. On allait au cours le matin. Des fois, quand on faisait des conneries, on faisait une petite balade à 5h du matin pour faire le tour du pâté de maison, parce que personne se dénonçait. Ouais. Alors donc c'était pour tout le monde. Donc on a une petite promenade pour décrasser, et puis après on allait au déjeuner, après on allait en études, et puis l'après-midi on avait atelier. Et là le soir, alors les éducateurs, alors c'était simple, c'était soit terrain de football, salle de sport, haltérophilie et tout. Du sport j'en ai fait, et ça m'a fait du bien d'ailleurs. Mes abdominaux ils ont disparu là. J'ai mangé trop de chocolat cet hiver. Et comment dire, et non, de ce côté-là, mais ils étaient là uniquement pour nous surveiller. Et autrement, l'hiver, c'était les soirées avec des veillées. On a appris à jouer aux cartes, au tarot, à la belote et tout ça. Après, on a eu des ateliers de dessin. Et puis après, les jeunes éducateurs sont arrivés. Alors là, ça a commencé à changer un petit peu le truc. Ça, il y a moins de baston. Et par contre, entre nous, je vous dis, c'était pas trop clair. C'était baston souvent. C'était puis toujours sur le qui-vive. Je suis toujours sur le qui-vive d'ailleurs parce que j'ai gardé ça. Mais on était sans arrêt. C'était pam boum boum. C'était pas voilà de la violence entre vous. Baston entre nous. Ouais. Là, c'était de la violence, mais pas pour rigoler. Et donc et caché, parce que j'avais expliqué à Sylvain, il y en a un qui surveillait, on se mettait derrière le mitard et badaboum boum cascade. Ça durait pas longtemps en général, mais bon, c'était comme ça que ça se passait. On remettait tout dans l'ordre parce que après fallait être carré quand même, hein, pour bien s'en sortir. Donc j'étais dans un groupe, comme je dis, c'était le groupe 4, c'était bon, forte tête quoi, un peu.
Mais quand on est jeune, on n'a pas de cerveau déjà. Alors donc, hein, vous voyez. Donc et puis après, les jeunes éducateurs, ouais, c'était pas. Ça c'est en fait, ça s'est au fil des ans, ça s'est terminé avec Jacques Chaulieu qui a fermé l'établissement. Et c'était pas une colonie de vacances, mais comment dirais-je, un centre professionnel comme il y a partout. Voilà, ça s'est terminé comme ça. D'ailleurs, il a pas bien digéré la pastille. Jacques, il l'a à travers de la gorge. Hein? Alors, à l'époque où Michel est jeune, interné à Belle-Île-en-Mer, les éducateurs, donc vous avez une jeune génération d'éducateurs qui est passée par l'école et qui a fait de la sociologie, de la psychologie, des sciences de l'enfance. Et ces jeunes éducateurs arrivent à Belle-Île. Et ça, vous pouvez voir certaines interviews filmées sur le site de l'association. Ils arrivent à Belle-Île avec toutes leurs idées formidables de prendre en charge les jeunes, de s'occuper des jeunes, de les éduquer, de vraiment avoir une approche extrêmement bienveillante. Et ils tombent sur l'ancienne génération, donc qui sont maintenant éducateurs, mais qui étaient des gardiens de l'administration pénitentiaire. Et là, ils n'en reviennent pas. Et ils racontent comment c'est extrêmement brutal, en fait, comme expérience, puisqu'ils sont tout frais de leur formation. Ils ont vraiment eu 2 ou 3 ans d'école très exigeante. Et ils se retrouvent, en fait, comme tu le disais, à devoir compter les jeunes. Principalement, ce qu'on leur demandait, c'était de compter les jeunes et de vérifier qu'ils étaient tous là et qu'il n'y en avait pas qui manquaient. Donc ça, c'est une première révolution culturelle dans le métier d'éducateur, extrêmement importante. Et si vous interrogez des anciens, vous retrouverez cette fracture des années 60. Peut-être qu'on vous en a déjà parlé de l'évolution de votre métier, je sais pas, mais c'est une fracture qui a été très très forte à Belle-Île-en-Mer parce que évidemment les gardiens de Belle-Île étaient aussi eux-mêmes avec des pratiques violentes et archaïques. Voilà. Et pour revenir sur l'ordonnance de 1945, je discutais avec Yann Le Pennec, mon éducateur. Il m'a dit, Michel, toi, dans le bureau du directeur, il y avait l'ordonnance de 1945 et puis ces bouteilles de rouge. Dans le même placard, tu veux dire? Oui, dans le même placard. Sur cette question de l'évolution de votre métier, est-ce que vous avez des questions? J'ai entendu oui, mais j'ai pas vu la personne. Ah, voilà. Non. Non, on en a discuté à la dernière réunion sur les femmes éducateurs, mais non, il n'y en avait pas, non. Question? D'autres questions? Mademoiselle? Bonjour, moi c'était pour savoir du coup si c'était communiqué ou pas du tout quand il y avait des délits de commis, etc. Est-ce que vous avez parlé de Belle-Île-en-Mer ou est-ce que ça a été une surprise pour vous d'y aller finalement? Oui, à la surprise. Oui. Oui, parce que moi, quand je suis sorti de prison, arrivé, j'ai passé 1 mois et quelques avec Monsieur Rico, et puis personne m'a parlé de rien. Et puis un jour, on m'a dit tu vas t'en aller, tu vas aller à Belle-Île-en-Mer. Voilà, on m'a dit ça. Alors je suis parti avec un monsieur dans sa voiture, et puis après on a pris le bateau à Quiberon. On est arrivé, monté, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure au début, monté dans la camionnette, et après arrivé sur le site de Bruté, la buanderie, à poil, hop, change de coster, terminé, et plié. Et voilà. Et j'avais le petit costume colon. Mais du coup, c'était un peu caché comme structure ou enfin. Alors Belle-Île, dans le site, personne ne rentrait.
pas de tout-bide, il y avait personne n'accédait, hein. Ça, c'est vu avec mes éducateurs qui confirment, les historiens le confirment, mais personne ne savait ce qui se passait. C'était des hauts murs, hein. Avec des tessons de bouteilles. On voyait pas la mer, hein. C'est pas... Et puis, et sur les dernières années, la dernière année, donc de 1967, donc j'étais prête à partir, ouais, je suis parti en juillet, et donc on avait des sorties en ville. On sortait à Palais, mais très très escortés. Il y avait un éducateur à la passerelle, il y avait un éducateur au bord de l'avenue Carnot, un éducateur à l'autre endroit, et on pouvait pas s'échapper. De toute façon, on pouvait pas s'échapper parce qu'il faut savoir très bien nager. Mais même, ça fait loin. Ce qui est très troublant, c'est que Michel n'a pas vu de juge. La décision de l'envoyer à Belle-Île a été prise par avec ma maman, et puis certainement elle a rencontré le juge, mais moi j'ai rien. Moi c'était du direct, franco de peur et d'emballage. Le juge ne t'a pas vu, non, toi. je n'ai pas vu de juge, rien. Voilà. Au revoir, messieurs. Merci beaucoup. Salut Julien. C'est à moi. Merci. Bon retour. Et il y a quelque chose de vraiment troublant, en fait, et qui perdure jusque dans les années 60. C'est que dans ces colonies pénitentiaires, donc on vous a dit tout à l'heure qu'il y en avait une trentaine en France, il y avait à peu près un tiers de jeunes qui étaient là pour des faits de délinquance, voire des crimes, mais il y avait un tiers qui avait été considéré innocent par le juge, mais dans la mesure où on considérait la famille comme déficiente, il n'était pas jugé, le jeune n'était pas jugé, mais on le confiait à une colonie pénitentiaire parce qu'on estimait que sa famille ne pouvait pas s'en occuper, ne pouvait pas l'élever. Voilà. Et vous aviez aussi un tiers des jeunes qui étaient envoyés là par la famille elle-même, c'est-à-dire qu'il y avait à l'époque ce qu'on appelle la correction paternelle, et que un père qui par exemple se remariait avait des fils d'un premier mariage et allait voir le juge ou le commissaire et lui disait: je n'arrive à rien avec ce jeune, il me désobéit, je ne peux pas l'éduquer, je vous le confie. Et le jeune en question était donc envoyé dans des colonies pénitentiaires en n'ayant commis aucun délit, simplement parce que le père voulait s'en débarrasser. Et vous vous retrouviez, alors c'était plutôt avant les années 60, mais ça a duré comme ça pour nous à Belle-Île de 1880 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec des personnes, des mineurs, donc jusqu'à 21 ans à l'époque, qui avaient effectivement, pour certains, commis des actes de délinquance, mais pour la majorité d'entre eux étaient orphelins ou abandonnés. Et tous ces jeunes cohabitaient avec des raisons absolument différentes d'être là. Donc c'est assez incroyable encore aujourd'hui d'imaginer ce que ça pouvait être, cette cohabitation. Bonjour, du coup j'avais une question aussi. D'après ce que j'ai compris, du coup votre association elle a pour but en fait de pouvoir rendre visibles les témoignages donc des anciens, je sais pas si on peut appeler, enfin bon des anciens internés, enfin ouais colons du coup. Est-ce que il y a aussi une volonté peut-être de reconnaissance plus nationale? Est-ce que vous avez eu, je sais pas, le ministère, ou quelqu'un qui a reconnu en fait ce qui se passait dans ces colonies? Est-ce que, pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu un travail de reconnaissance institutionnelle de ce qui s'est passé là. Et c'est très intéressant. Je me dis que ça va être l'étape d'après, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, avec les filles du Bon Pasteur, avec les élèves de Bétharram, avec vous avez comme ça une quantité d'institutions qui sont montrées du doigt pour les mauvais traitements, la maltraitance institutionnelle. Et pour l'instant, du côté de la justice,
à ma connaissance, le travail n'a pas commencé. Alors, ici, l'école et la direction de la PJJ sont assez sensibles au sujet, puisque on bénéficie d'un soutien de la protection judiciaire de la jeunesse. On a une convention avec la DPJJ. On travaille avec l'école. Et la volonté de la directrice de l'école, c'est justement d'avancer sur ce terrain, de mettre à jour tous ces dysfonctionnements qui ont existé pendant un siècle en fait, hein, et de montrer comment ça a été enfoui. Cette histoire, comme le disait Julien, n'a pas été racontée. Donc c'est maintenant que ça débute, et ça va être aussi votre métier. Ça va être aussi peut-être à vous de veiller à ce qui s'est raconté ou à ce qui s'est dit dans les lieux où vous allez travailler. Mais ça démarre tout juste. Et de la même manière, il y a très peu de travaux d'historiens. Julien est le premier à avoir travaillé sur Belle-Île-en-Mer. Véronique Blanchard et Mathias Gardet ont été les premiers à travailler sur la justice des mineurs et les institutions pour mineurs. Mais il reste des pans entiers à découvrir et des recherches passionnantes à mener. Je vous ai répondu? En attendant une autre question, l'institution de Belle-Île a fermé en 1977. Donc c'est pas si loin. Mais les dernières années, en fait, il y avait assez peu de jeunes. Autant dans les années, au début du XXe siècle, il y avait 300, 400 jeunes qui étaient là. Et si vous venez à Belle-Île, vous verrez que c'était des bâtiments quand même rustiques et que c'est difficile d'imaginer 400 jeunes vivre là. Mais les dernières années, il restait 40, 50... Nous, on était 120. 120 encore dans les années 60, et ça a diminué petit à petit. Et la fermeture a eu lieu en 1977. Et l'idée était que ces grandes institutions coûtaient très cher à faire fonctionner, qu'il y avait de moins en moins de jeunes qu'on envoyait dans des grands établissements comme ça, et que dans les années 70, il a été privilégié le milieu ouvert et les petites structures. Donc beaucoup des éducateurs qui sont passés par Belle-Île se sont retrouvés après dans des foyers, des petites structures de 40, 50 personnes, pas plus. Mais on n'a pas gardé ces grands internats qui coûtaient très cher à entretenir, et puis où en fait la pédagogie était pas positive, quoi. Bonjour. Moi, j'ai une question pour vous, Michel. Est-ce que vous vous souvenez de vos, je sais pas comment les appeler, vos camarades? Est-ce que, parce que quand même, c'est votre adolescence, on a tous des amis quand on était ado, qu'on a encore aujourd'hui. Donc, est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que si demain il y en avait un ou deux ou trois qui voudraient vous recontacter, ben vous seriez OK? Ah bah, je serais très heureux de retrouver mon Fador. Ah ouais, alors mon Fador, c'était celui avec qui je partageais tout. Cigarette, tout, pour tout, même le défendre ou quoi que ce soit, c'était, ouais. Boutamine, Moussa, hein. Peut-être qu'aujourd'hui, avec les réseaux, il y a des gens qui peuvent quelque chose. Un Kabyle. Ouais, j'aurais été content. Mais, et d'autres, oui, je les ai près de moi, en visuel, comme ça, j'ai pas, les noms, il y en a que j'ai oublié, des noms, mais, ouais, c'est, quand je vais sur le site tous les ans, eh ben je revois tout ça. Je joue au foot avec eux. On faisait beaucoup de sport, du volley, de tout, du basket et tout. Je les revois jouer avec moi et tout. Ouais, mais non, mais après ce qu'ils sont devenus, ben, j'espère qu'ils ont réussi. Pour eux, ce serait bien. Mais je sais pas. Chacun est parti dans son coin. C'est ça, c'est la vie. Et aujourd'hui, avec les réseaux, il y a que Jean-Pierre que j'ai rencontré grâce à Sylvain, qui est arrivé après moi. Il est arrivé en 69, ouais, en 69. Ouais.
Il est arrivé après moi. On est en contact, on parle de la même chose, du vécu. Voilà. Bon, on parle d'autres choses aussi. Mais non, après, moi, je me dis, ouais, c'est bien parce que j'ai réussi, quoi. C'est la réussite qui est au bout, quoi. Mais faut taper dans la butte. C'est dur. Mais bon, comme je disais, je suis bien assisté, j'ai mon assistante sociale. Et ma belle-sœur, elle est directrice de la PJJ à Angers. Vous voyez, en plus. Je suis bien entouré. Mais on parle pas de ça. Non, mais ouais, je l'avais invitée aux réunions. Elle est venue. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous dire. Alors, je sais pas s'il y a des Bretons parmi vous, mais oui, quelques Bretons. Tous les 2 ans, on organise à Belle-Île ce qu'on appelle les rencontres justice et jeunesse. Et donc, l'idée, c'est de faire des conférences, de travailler avec des historiens pour que une connaissance soit partagée, et notamment avec les Belle-Îlois, parce qu'on a encore, comme le disait Julien, pas mal de réticences avec cette histoire. C'est-à-dire que il y a des familles à Belle-Île où il y a eu 4 générations de gardiens. L'arrière-grand-père, le grand-père, le père, l'arrière-arrière-grand-père même, parfois. Et donc, raconter cette histoire et sous tous ses angles, y compris avec les violences institutionnelles, c'est un peu compliqué. Et pour dépasser ça, donc, tous les 2 ans, on organise des rencontres avec des historiens qui racontent leurs travaux et qui présentent leurs travaux sur les colonies pénitentiaires et sur Belle-Île. Julien est venu à plusieurs reprises, et ça permet d'avoir des connaissances partagées entre les gens de Belle-Île et puis des éducateurs. Il y a pas mal de gens qui viennent du plan territorial de formation de Bretagne. Il y a des éducateurs, des magistrats, des étudiants. Et donc, j'ai quelques programmes. Je peux vous en laisser si ça vous intéresse. Ça dure 2-3 jours. Début octobre, et c'est toujours très intéressant parce que ça raconte l'histoire de la justice des mineurs. Donc on fait ça et on recueille donc les témoignages, je vous en parlais, et le troisième volet de l'association, c'est de créer un lieu historique dans la Longère où on a encore les cellules qui existent, qui ont été les cellules qui ont accueilli les derniers jeunes dans les années 60, et qui sont en l'état absolument, qui sont délabrés à l'abandon, mais qu'on voudrait conserver, un peu comme à Savigny, que vous avez vu, avec des thèmes dans chaque cellule, et voilà, on voudrait raconter ça. Et au début, on n'était pas sûr que ce soit intéressant comme sujet, et puis petit à petit, quand on fait visiter, on a des dizaines et des dizaines de gens qui viennent. Et l'été dernier, on organisait des visites chaque semaine, et on a eu 1 millier de personnes sur tout l'été qui sont venues pour qu'on leur présente cette histoire, et des gens de tous horizons, qui ont envie de connaître l'histoire de la prise en charge des mineurs en France. Et je trouve ça très intéressant de voir cette curiosité chez des citoyens tout à fait ordinaires. Et si vous en êtes d'accord, sauf s'il y a encore 1 ou 2 questions, on peut s'arrêter là, parce que je pense qu'on vous a transmis beaucoup d'informations. C'est bon, merci. Merci à vous. Merci. Alors tous à Belle-Île.